Alors j'ajuste un petit peu le décor, voilà. Et voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle lecture au coin du feu s'attaque à un nouveau pilier de la littérature française, il s'agit de Jean de La Fontaine. Vous le connaissez tous, mais je vais vous le présenter en quelques mots. Jean de La Fontaine, c'est un dramaturge, poète et fabuliste français du XVIIe siècle. Il est notamment connu pour ses fables de La Fontaine qui font partie des piliers de la littérature française. La visée de Jean de La Fontaine, c'est une visée morale puisqu'il permet, grâce à des animaux anthropomorphes et à leur personnification, d'instruire les hommes. Parce qu'à travers ses œuvres, il montre tous les aspects négatifs de l'humanité. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Évidemment, je ne vais pas vous parler des fables les plus connues, le lièvre et la tortue, le lion et le rat, le renard et le corbeau. Tout ça, c'est des fables tellement connues qu'on sait de quoi elles parlent. Moi, je vais vous parler de fables qu'il a écrites aussi, mais qui ne sont pas du tout connues. Je vais utiliser un autre moyen de tourner cette vidéo, parce que la lecture au coin du feu avec Victor Hugo, j'avais expliqué d'abord les textes et après j'avais lu. Alors là, je vais lire chaque texte un par un, et entre chaque texte, j'expliquerai de quoi il parle. Les deux mulets. Deux mulets cheminaient, l'un d'avoine chargé, l'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, n'eût voulu pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé en faisant sonner sa sonnette. Quand l'ennemi se présentant, comme il en voulait, à l'argent, sur le mulet du fils qu'une troupe se jette, le saisit au frein et l'arrête. Le mulet, en se défendant, se sent percer de coups. Il gémit, il soupire. Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis, ce mulet qui me suit du danger se retire. Et moi j'y tombe et je péris. Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un mené comme moi, tu ne serais pas si malade. Lors de la lecture de la fable et de Mulet, la morale paraît évidente car elle apparaît directement dans le texte. Il s'agit de « Il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier comme moi, tu ne serais pas si malade. » Dans cette fable, Jean de La Fontaine prône l'humilité du premier mulet. En effet, le premier mulet porte, lui, de l'avoine, alors que le deuxième porte l'argent de la gabelle. Donc qu'est-ce que c'est la gabelle? Je vais laisser Émilie vous expliquer. La gabelle est donc une taxe imposée sur le sel. Déjà dans les premières lignes, on remarque la différence hiérarchique entre les deux mulets, puisqu'il y est écrit que le premier est d'avoine chargé, donc en gros c'est une charge, on sent que c'est un travail qui peut être pénible, alors que le deuxième porte l'argent de la gabelle, donc il n'est pas chargé de l'argent, il la porte, ce n'est pas une charge, du coup c'est comme un ornement. Donc dès le début, le deuxième mulet est déjà dans l'optique de se vanter et de se sentir supérieur au premier. L'élément déclencheur est évidemment l'attaque de l'ennemi, qui va s'en prendre au deuxième mulet qui porte l'argent. On voit d'ailleurs sur l'image, je sais pas si on va bien voir, que le mulet ici se porte bien, le deuxième n'a plus l'argent et est blessé. Donc ça montre en gros que s'il avait été humble du travail qu'on lui avait donné, qu'il ne s'était pas vanté de porter de l'argent, il n'aurait pas été blessé. La chauve-souris et les deux belettes. Une chauve-souris donna tête baissée dans un nid de belettes, et sitôt qu'elle y fut, l'autre envers les souris de longtemps courroucées pour la dévorer accourut. Quoi, vous osez, dit-elle, à mes yeux vous produire, après que votre race a tâché de me nuire? N'êtes-vous pas souris, parlez sans fiction? Oui, vous l'êtes, ou bien je ne suis pas belette. Pardonnez-moi, dit la pauvrette, ce n'est pas ma profession. Moi, souris, des méchants vous ont dit ces nouvelles. Grâce à l'auteur de l'univers, je suis oiseau, vous voyez mes ailes, vive la jante qui fend l'air. Sa raison plut et sembla bonne. Elle fait si bien qu'on lui donne liberté de se retirer. 2 jours après, notre étourdi aveuglément se va fourrer chez une autre belette aux oiseaux ennemis. La voilà de rechef en danger de sa vie. La dame du logis, avec son long museau, s'en allait la croquer en qualité d'oiseau. Quand elle protesta qu'on lui faisait outrage. Moi, pour tel passé, vous n'y regardez pas. Qui fait l'oiseau? C'est le plumage. Je suis souris. Vive les rats. Par cette adroite répartie, elle sauva 2 fois sa vie. En gros, la chauve-souris est comparée tantôt à une souris, tantôt à un oiseau. Et lorsqu'elle se rend chez la première belette qui déteste les souris, elle se fait passer pour un oiseau. Lorsqu'elle arrive chez la deuxième belette qui déteste les oiseaux, elle se fait passer pour une souris. Dans cette fable, Jean de La Fontaine dénonce l'opportunisme de la chauve-souris qui profite de se retrouver dans telle ou telle situation
pour s'en sortir. Je vais juste vous lire les 2 derniers vers du poème, je les ai pas lus tout à l'heure parce que je pense que ça fait pas trop partie de l'histoire de la chauve-souris et les 2 belettes. Alors, c'est écrit « Le sage dit, selon les gens, vive le roi, vive la Ligue ». Donc il faut savoir évidemment que la Ligue et le roi sont 2 forces opposées à l'époque. Voilà, et donc du coup, en fonction des gens avec qui il est, soit il est avec le roi, soit il est avec la Ligue. Voilà. Le corbeau voulant imiter l'aigle. L'oiseau de Jupiter en levant un mouton, un corbeau témoin de l'affaire, en plus faible de reins, non pas moins glouton, en voulut sur l'heure autant faire. Il tourna alentour du troupeau, marqua entre sang le plus gras le plus beau, un vrai mouton de sacrifice. On l'avait réservé pour la bouche des dieux, Gaillard Corbeau disait en le couvrant des yeux, je ne sais qui fut ta nourrice. Mais ton corps me paraît en merveilleuse état, tu me serviras de pâture. Sur l'animal bêlant à ces mots il s'abat, la moutonnière créature pesait plus qu'un fromage, outre que sa toison était d'une épaisseur extrême, et mêlée à peu près de la même façon que la barbe de Polyphème. Elle empêtra si bien les serres du corbeau, que le pauvre animal ne put faire retraite. Le berger vient, le prend, l'encage bien et beau, le donne à ses enfants pour servir d'amusette. Il faut se mesurer, la conséquence est nette. Mal prend aux volereaux de faire les voleurs. L'exemple est un dangereux leurre. Tous les mangeurs de gens ne sont pas grands seigneurs. Où la guêpe a passé, le moucheron demeure. Toujours en cherchant à prôner l'humilité, la fable Le corbeau voulant imiter l'aigle est un parfait exemple. Jean de La Fontaine a aussi voulu démontrer la jalousie, l'envie évidemment qui est un péché capital, du corbeau qui voulait avoir toujours plus et voyant que l'aigle était capable d'attraper un mouton, se pensait capable de ça aussi et s'est retrouvé piégé. Le geai paré de plumes de paon. Un paon muet, un geai prit son plumage puis se l'accommoda. Puis parmi d'autres pans tout fier se panada, croyant être un beau personnage. Quelqu'un le reconnut, il se vit bafoué, berné, sifflé, moqué, joué, et par messieurs les pans plumés d'étranges sortes. Même vers ses pareils s'étant réfugié, il fut par eux mis à la porte. Il est assez de geais, à 2 pieds comme lui, qui se parent souvent de dépouilles d'autrui, et que l'on nomme plagiaires. Je mentais et ne veux leur causer nul ennui. Ce ne sont pas là mes affaires. Toujours dans la continuité d'humilité et d'opportunisme, on a évidemment la fable du geai paré de plumes du paon. Cette fable est assez courte et s'explique très rapidement. Un geai trouve une plume de paon tombée d'un paon, il décide de se parer avec et d'aller se pavaner auprès des paons pour être un peu accepté de la société. C'est comme un pauvre qui s'habille bien pour plaire aux riches, alors qu'en fin de compte il est pauvre et se fait rejeter par les riches. Et quand il retourne chez les pauvres, se fait rejeter par les pauvres d'avoir voulu être riche. C'est clair pour vous ou ça va? L'aigle et le hibou. L'aigle et le hibou, leur querelle cessèrent, et firent tant qu'ils s'embrassèrent. L'un jura foi de roi, l'autre foi de hibou, qu'ils ne se goberaient leur petit peniprou. Connaissez-vous les miens, dit l'oiseau de Minerve. Non, dit l'aigle, tant pis, reprit le triste oiseau. Je crains en ce cas pour leur peau, c'est hasard si je les conserve. Comme vous êtes roi, vous ne considérez que ni quoi, roi et dieu mettent, quoi qu'on leur dit, tout en même catégorie. Adieu mes nourrissons si vous les rencontrez. Peignez-les-moi, dit l'aigle, ou bien me les montrez, je n'y toucherai de ma vie. Le hibou repartit. Mes petits sont mignons, beaux, bien faits et jolis sur tous leurs compagnons. Vous les reconnaîtrez sans peine à cette marque. N'allez pas l'oublier, retenez-la si bien, que chez moi la maudite parque n'entre point par votre moyen. Il avint qu'au hibou, Dieu donna géniture. De façon qu'un beau soir, qu'il était en pâture, notre aigle aperçut d'aventure, dans le coin d'une roche dure, ou dans les trous d'une massure, je ne sais pas lequel des deux, de petits monstres fort hideux. Rechigné, un air triste, une voix de mégère, ces enfants ne sont pas, dit l'aigle à notre ami. Croquons-les. Le galant n'en fit pas à demi. Ces repas ne sont point repas à la légère. Le hibou de retour ne trouve que les pieds de ses chers nourrissons. Hélas pour toute chose. Il se plaint et les dieux sont par lui suppliés de punir le brigand qui de son deuil est cause. Quelqu'un lui dit alors, n'en accuse que toi, ou plutôt la commune loi, qui veut qu'on trouve son semblable, beau bien fait et surtout aimable. Tu fis de tes enfants à l'aigle ce portrait. En avait-il le moindre trait? Pour terminer, ce texte de l'aigle et le hibou prône toujours la même idée d'humilité et donne un sens réel à la fameuse phrase « l'amour rend aveugle ». Jean de La Fontaine dénonce aussi le fait de toujours trouver ses enfants plus beaux que les enfants des autres.
car le hibou décrit à l'aigle ses petits comme étant « Mes petits sont mignons, beaux, bien faits et jolis sur tous leurs compagnons. Vous ne les reconnaîtrez sans peine à cette marque. » Donc en gros, dans cette fable, afin de protéger ses enfants de l'aigle, le hibou lui fait promettre qu'il n'y toucherait pas. Sauf que l'aigle ne sait pas à quoi ressemblent les petits du hibou, alors celui-ci les décrit « Mes petits sont mignons, beaux, bien faits et jolis sur tous leurs compagnons. Vous les reconnaîtrez sans peine à cette marque. » Sauf que quelques jours plus tard, comme le dit la fable, notre aigle aperçut d'aventure de petits monstres fort hideux. Et se rappelant un peu de la description que le hibou avait fait de ses enfants, l'aigle se dit « Ces enfants ne sont pas à notre ami, croquons-les. » La morale se trouve donc à la fin de la fable. N'en accuse que toi, ou plutôt la commune loi, qui veut qu'on trouve son semblable beau, bien fait et surtout aimable. Tu fis de tes enfants à l'aigle ce portrait, en avait-il le moindre trait? Alors là, j'ai écumé qu'une partie de ce fabuleux roman illustré des fables de Jean de La Fontaine, que je trouve vraiment magnifique. J'ai pris les tout premiers que j'ai vraiment aimés. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Et je pense faire au moins 2 autres parties sur ce thème. Voilà, je vous montre un peu. Voilà, j'ai reçu. Bon, il est un peu écorché, hein, je l'ai reçu. C'était encore en francs quand il a été acheté, je crois. Et moi, je l'ai reçu en 2005. Donc, c'est pour ça qu'il est un peu tout abîmé. Voilà. Bisous, bye.